Ce soir, au panel, Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Cauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Vernon. Bonsoir. On vient tout juste de parler avec Louis à Ottawa qui nous informait que l'avion de Justin Trudeau est en direction de la Floride, West Palm Beach. C'est quand même à proximité de Mar-a-Lago, hein, et on sait que Donald Trump s'y trouve très régulièrement. Catherine, j'aimerais vous faire réagir en premier parce que vous avez travaillé dans des cercles restreints là, d'un ancien premier ministre canadien. À votre avis, si l'avion se dirige vers là, est-ce que c'est un lien fort probable avec la menace des tarifs cette semaine? Bien, je pense que oui. Là, vraisemblablement, là, on n'a pas de confirmation de ça, mais advenant qu'il s'en aille vraiment rencontrer le président Trump à Mar-a-Lago, ça démontre le sérieux de la crise qui se déroule en ce moment. Je pense que M. Trudeau avait un agenda peut-être une mise à jour économique qu'il doit réécrire. Il est sous la menace de tarifs des États-Unis, en train de voir ce qu'il peut faire pour sécuriser la frontière et réduire la production qui est devenue très importante de fentanyl, la production domestique au Canada de fentanyl et même d'exportation de ce produit, peut-être aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, je pense qu'il doit réécrire son énoncé budgétaire, trouver de l'argent pour des drones, des hélicoptères, des officiers à la frontière. Et il veut profiter de cette occasion-là d'être face à face avec le président élu Donald Trump. Pour aussi probablement parler des tarifs, ce qui peut être sur la table au niveau des tarifs également. C'est une occasion, si c'est le cas, c'est une occasion quand même importante d'aller négocier avec le futur président qui n'est pas encore inauguré, mais qui a fait ces menaces-là sur le réseau X, qui a été un réel tremblement de terre pour le Canada et le Mexique, là. Bien là, l'avion vient justement d'atterrir, là. C'est ce qu'on vient de me dire. Michel, est-ce que c'est rapide comme réaction? Est-ce que ça nécessite une réaction justement aussi... bon, parce que Catherine vient de le dire, là, il doit y avoir un énoncé économique, je pense qu'on disait d'ici 2 semaines. Donald Trump entre officiellement à la Maison-Blanche à la fin du mois de janvier. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est envoyer un message sur Truth Social. Est-ce qu'on réagit trop vite ou c'est vraiment ce qu'on devait faire? Écoutez, s'il n'y avait pas cette question de tarif-là, il serait normal que M. Trump s'en aille Trudeau s'en aille à Mar-a-Lago rencontrer M. Trump. Okay. On est les deux économies les plus imbriquées au monde à peu près. C'est à peu près certain. La tradition était même que la première visite officielle, soit d'un premier ministre canadien, soit à Washington, soit d'un président américain, soit à Ottawa. Et M. Trump n'était pas venu au Canada pendant son mandat de président, sauf pour aller au G7 à Charlevoix. Alors, c'est un peu normal que cette chose-là ait lieu. Évidemment, avec la question des tarifs, ça devient incontournable. M. Trudeau a des arguments à faire valoir là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit, la réaction aux États-Unis est très différente selon qu'on soit un investisseur ou un manufacturier. Les investisseurs sont un peu insouciants. Le Dow Jones avait un autre record aujourd'hui. Les manufacturiers, eux, sont beaucoup plus énervés avec cette question-là. Eux, ils ont quelque chose dans cette partie-là. Là. Alors, faudra voir qu'il y a beaucoup de choses aux États-Unis qui disent c'est peut-être encore du bluff de la part de M. Trump. Ce ne serait pas la première fois. En même temps, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est du bluff si on est M. Trudeau. Vous marquez un bon point, puis on va y revenir dans un instant, parce qu'avant, je veux aller à Raphaël concernant, pour clore un peu sur cette visite-là qui était imprévue, là, parce que c'était pas sur notre radar à nous. Là. Est-ce que ça peut adoucir peut-être le ton de Donald Trump, à votre avis? Vous savez, Véronique, dans les mots immortels du regretté Donald Sutherland dans JFK, la politique, c'est le pouvoir, rien de plus. Et considérer à quel point un seul message de quelques lignes est allé créer cette onde de choc-là dans les pays partenaires des États-Unis. Ça fait 4 jours qu'on ne parle que de ça. Et la beauté stratégique pour M. Trump, c'est un petit peu comme Michel le suggérait il y a un instant, c'est qu'il n'a rien à faire d'autre que de menacer d'imposer ces tarifs-là. En fait, il ne peut littéralement même pas les imposer pendant encore 2 mois. Il ne sera pas assermenté avant le 20 janvier prochain. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un journaliste américain que je vais paraphraser qui disait « On est censé avoir un seul président à la fois. » Et c'est toujours une question qu'on pose, évidemment, dans la période de transition, alors qu'on a un président sortant, un président élu. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se pose la question de savoir qui est le président des États-Unis? Aujourd'hui, officiellement, c'est Joe Biden. Officieusement, c'est le type qui est à Mar-a-Lago. C'est ça, on n'en parle même plus pratiquement de Joe Biden. Là. On en a parlé lorsqu'on a gracié les dindes.
C'est ça. Michel en parlait il y a un instant. Du côté américain, la façon dont c'est perçu aussi l'imposition de tarifs, c'est important d'en parler aussi parce que cette semaine, on a beaucoup parlé de la réaction que ça génère chez nous. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus ce que ça peut provoquer du côté des États-Unis. Et là-dessus, je vais vous faire entendre des extraits justement de Donald Trump et de Joe Biden, puisqu'on disait qu'on en entendait moins parler. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff, and it's my favorite word. I hope he rethinks it. I think it's a counterproductive thing to do. We're surrounded by the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and two allies, Mexico and Canada. And the last thing we need to do is begin to screw up those relationships. Bon, justement, Joe Biden dit que ça peut être contre-productif de faire ça. Catherine, est-ce que vous pensez que des gens autour de Donald Trump à ce stade-ci sont en mesure de lui faire réaliser quand même que ça peut être un couteau à double tranchant, là? Il peut y avoir des impacts de son côté aussi du pays. Oui, je pense qu'il le sait, mais oui, il y a une pression qui s'exerce, c'est certain. Si on prend les grands de l'automobile, GM, Ford, Stellantis ont vu leur titre tomber à la publication du X du président Trump. Et donc, ils ont beaucoup de production au Mexique, par exemple, mais aussi des pièces en grand nombre ici au Canada, en Ontario. Mais j'écoutais aussi les médias américains. C'est la même chose. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, sur tous les produits, la nourriture, ce que consomment les familles, où il y aura une inflation inévitablement si des tarifs étaient activés. Encore une fois, c'est la même chose pour les manufacturiers, vous l'avez dit. Si on prend l'aluminium et l'acier, par exemple, s'il y avait des tarifs à hauteur de 25 ça serait complètement catastrophique. Mais disons, des tarifs à une certaine hauteur aussi, c'est grave parce que ça implique des coûts plus élevés dans les chaînes d'approvisionnement, par exemple pour le secteur de la défense et de l'aérospatiale. Donc, je pense qu'en ce moment, on est dans un jeu de pouvoir, un jeu de négociation où la menace des tarifs, c'est un moyen de coercition qu'utilise le futur président Trump, le président élu Trump, pour rencontrer ses objectifs qui sont l'immigration et l'économie et la criminalité, la drogue. Donc, c'est un outil efficace, on le voit déjà. Mais vous l'avez dit, on est à moins de 60 jours de l'inauguration. Il faudra ensuite que l'équipe économique active tous ces leviers-là. Est-ce que ce sera uniforme? Est-ce que ce sera très ciblé? Faudra voir. Mais pour l'instant, comme on dit, il a le gros bout du bâton. Mais quand même, on se demande comment ça peut se faire comme ça, là, parce qu'on a beaucoup parlé du pétrole, hein, les exportations de l'Alberta vers les États-Unis, les produits qui sont manufacturés aux États-Unis. Souvent, il y a des intrants là, pour les fabriquer qui proviennent du Canada. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un impact là-bas. Mais quel gain il peut faire avec cette menace-là, Michel, quand on regarde de son côté à lui, là, du côté des États-Unis? Est-ce qu'il fait ça pour essayer de changer un peu la géopolitique mondiale, là, puis envoyer un message à la Chine, probablement? C'est une espèce de gros coup de semonce pour tout le monde, pas juste pour le Canada et pour le Mexique. En même temps, moi, j'ai de la misère à penser qu'un président qui a été élu essentiellement parce qu'il y avait une crise de l'inflation que l'administration Biden a oubliée et dont elle ne s'est pas préoccupée et qui touchait vraiment les Américains, va vouloir mettre 25 d'inflation sur les fruits et les légumes, sur les pièces d'automobile, sur le bois de charpente pour faire des maisons. Voulez-vous la liste? Là, ça va être très long. Juste les fruits et les légumes, ça, c'est demain matin que les prix augmentent. Là. Il faut que ça soit frais, ces choses-là. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps qui va se passer entre le moment où M. Trump émettrait le décret qui imposerait des droits de douane et le moment où le consommateur le verrait. Moi, j'ai de la misère à penser que M. Trump veut ça maintenant, mais M. Trump est imprévisible. Ça, s'il y a une chose qu'on sait, c'est ça. Raphaël, vu la composition là, au Congrès, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des élus qui, même s'ils sont pro-Trump, là, sont capables de faire cheminer sa réflexion en lui faisant valoir que dans tel État, il y a telle répercussion, tel autre État, telle conséquence? Il le sait déjà. Et avant d'aller plus loin, il faut comprendre que contrairement aux questions de nature fiscale, sur les questions tarifaires, le président, et je simplifie, là, peut agir très largement de façon unilatérale. Donc, on doit avoir de la pression politique, et il y en aurait assurément, à cause des raisons que Michel vient de mentionner, il y en aurait qui seraient très, très fortes. Oubliez les démocrates, même des rangs républicains vers le président. Sauf qu'en même temps, oui, la question de l'inflation, elle est importante. Et là aussi, j'abonde dans le sens de Michel. D'un point de vue objectif, c'était le facteur de loin numéro 1 derrière la victoire de M. Trump il y a maintenant à peu près 3 semaines et demie.
Sauf qu'en même temps, sa perspective à lui, ce n'est pas ça. C'est qu'il a gagné avec un mandat prioritaire, celui de la migration et de la frontière. Et la question de la Chine, elle est vitale. On ne parle à peu près que du Mexique et du Canada depuis 4 jours. C'est pas un hasard si on inclut la Chine dans le trio des pays ciblés. C'est pas comme si on s'était levé un matin à Mar-a-Lago, on avait tiré 3 dards au hasard sur le tableau en se disant bon, on va choisir 3 pays comme ça. Il a besoin d'entendre des messages clairs des Mexicains et des Canadiens comme quoi leur territoire et surtout leurs frontières avec les États-Unis ne seront pas ou ne seront plus, selon lui, utilisés comme des passoires pour les Chinois. Ça, c'est absolument fondamental de le comprendre. Catherine, puis selon lui, il faut quand même dire qu'il y a 87 là, des quelques 410 arrestations qui ont été faites de suspects liés au terrorisme, à la criminalité, qui, selon les autorités à la frontière américaine, provenaient du Canada. Donc, c'est beaucoup plus que du Mexique. Et c'est la même chose quand on regarde les chiffres sur le fentanyl. La Chine a passé certains règlements. Le Canada n'a pas encore passé banni les ingrédients dans le fentanyl. Donc, franchement, rapidement, on s'aperçoit qu'on a quand même des devoirs à faire de notre côté, là. Parlant aussi du Mexique, vous venez de le mentionner, Michel, l'interaction de Donald Trump avec la présidente Claudia Sheinbaum quand même révèle aussi quelque chose, là, parce que, vous le voyez, là, on vous présente des extraits. Là. Il affirme qu'elle a accepté de fermer la frontière entre les 2 pays et par la suite, elle est allée démentir ça en disant le contraire, finalement, que nous réaffirmons la position du Mexique, ce n'est pas de fermer les frontières, mais de construire des ponts entre les gouvernements et entre les peuples. C'est une stratégie de Donald Trump, souvent, hein, d'écrire l'inverse de ce qu'il entend, finalement. C'est une façon de forcer la main. Je sais pas si c'est une stratégie ou si c'est une volonté d'entendre ce qu'il veut entendre. On l'a déjà vu dans le premier mandat, ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas fermer la frontière mexicaine du jour au lendemain, comme on ne peut pas fermer la frontière canadienne du jour au lendemain. Ça ne se fera pas comme ça. Je serais très surpris que la présidente du Mexique lui ait dit, c'est parfait, il n'y a plus de problème. Il y a un problème d'immigration illégale venant du Sud depuis à peu près 100 ans aux États-Unis, mais on va régler ça dans demi-heure, nous autres. C'est pas possible, ça. C'est plus compliqué que ça. M. Trump avait dit, moi, je vais régler ça, souvenez-vous, au dernier mandat, on va faire un mur. Ça va être réglé, il va y avoir un mur. Le mur est là, pas complété totalement, mais le mur est là, puis ça n'a rien réglé. Alors, c'est pas quelque chose qui se règle avec 2 coups de baguette magique. M. Trump le sait, la présidente du Mexique le sait. Alors, faut voir venir. Ça ne prendra pas 3 jours, cette affaire-là. Bon, voilà. Fait que pour la visite à West Palm Beach, on va vous revenir dès que Louis a des nouvelles informations. Fait qu'on risque d'en reparler. Mais entre-temps, Donald Trump a continué de nommer différentes personnes pour compléter son cabinet cette semaine. Jamieson Greer, qui est un représentant au commerce de la Maison-Blanche, avocat en droit international, avait déjà travaillé pour Robert Lighthizer, lui-même représentant au commerce dans le premier mandat de Donald Trump. Vous pensez qu'on peut s'attendre à quoi, Catherine? Bien, il vient de la même école que M. Lighthizer. C'est la première mouture des tarifs dans l'administration Trump 1.0. Hein. C'est un peu son dauphin, si on veut. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien le grand patron et la manière dont ont été faits les tarifs la première fois. Il connaît aussi ça c'est peut-être positif, là, mais les enjeux dans les chaînes d'approvisionnement avec le Canada et le Mexique. C'est pas quelqu'un qui arrive en poste avec tout vert, là. Il y a probablement aussi des officiels de l'ambassade du Canada qui connaissent très bien M. Greer. Même chose côté du Mexique. Alors, je pense que c'est une personne clé très importante qui probablement devrait être rencontrée dès les premières semaines de l'arrivée de l'administration Trump, janvier, février, pour pouvoir établir un dialogue avec les négociateurs du côté du Canada. Du côté de l'Ukraine, la Russie, aussi une autre nomination, un envoyé spécial, Keith Kellogg. Qu'est-ce que cette nomination-là laisse présager pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Raphaël, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'on veut aller à la table de négociation rapidement. D'ailleurs, dans les derniers mois, bien avant que M. Kellogg ait été nommé à son futur poste, là, présumément, il a donné un aperçu. Ça ne veut pas dire que ça va être la forme exacte que ça prendra au final, mais un aperçu de ce qu'on pourrait
proposé comme cadre. C'est-à-dire que, et je vais simplifier là aussi avec le temps qu'on a, de un, on pousserait pour un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu serait accompagné pour la Russie de façon positive, pour les encourager à aller dans ce sens-là, d'un retrait partiel des sanctions économiques et diplomatiques qui sont imposées, on sait depuis les dernières années. Pour avoir un retrait complet des sanctions, ça prendrait un accord formel de paix qui serait non seulement négocié, mais signé. Pour les Ukrainiens, ce qu'on promettrait, ça serait de continuer l'envoi et l'appui diplomatique, l'envoi d'aide et l'appui diplomatique, et de pousser pour une taxe sur les énergies russes pour financer la reconstruction du pays. Évidemment, ce n'est pas chose faite et on voudrait que les lignes actuelles soient gelées. Essentiellement, on aurait un cessez-le-feu qui vont déplaire, évidemment, à tous les partisans d'un maintien de l'implication américaine dans le conflit et d'un conflit, en fait, qui n'est pas réglé avec les lignes actuelles. Là. Pour ceux et celles qui veulent que l'Ukraine reprenne son territoire, évidemment, ça serait vu comme étant dévastateur. Sauf qu'en même temps, de façon réaliste, il faut le dire clairement, depuis 2 ans et demi que ces lignes-là, elles sont de facto gelées. Donc, la question vraiment qui va se poser, c'est de savoir combien de temps encore est-ce que ça va durer? Est-ce que la boucherie va durer et que les Ukrainiens et les Russes vont continuer à s'entretuer? Michel, je vous ramène aux tarifs. On revient au premier sujet parce que là, on a des nouvelles informations en développement. Là, Justin Trudeau qui est en direction de la Floride pour aller rencontrer Donald Trump. Puis là, on a 2 sources qui nous confirment qu'il va souper, en fait, avec le président désigné. On parle quand même d'une plus longue conversation que seulement 5 minutes. Là. J'imagine que c'est quand même bon signe. Il ne serait pas allé pour 5 minutes. Il serait pas allé pour 5 minutes, soyons clairs. On prend l'avion, on s'en va à West Palm Beach, c'est pas pour aller se baigner, là. Hein? Alors donc, il va manger avec le président, il va y avoir le temps qu'il faudra pour que les deux se disent ce qu'ils ont à se dire. Il va probablement manger un bon steak, mais la réalité, c'est que pour une fois, M. Trump fait quelque chose pour le Canada. Recevoir le premier ministre du Canada, qui est à peu près le premier chef de gouvernement étranger à le rencontrer depuis l'élection, c'est quelque chose d'important. C'est un geste d'ouverture et il faut le voir comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la bataille des tarifs ce soir, là. Mais pour M. Trudeau aussi, c'est important. C'est malgré ce que dira M. Poilievre à l'interne, parce qu'il y a toujours des considérations internes là-dedans, malgré ce que dira l'opposition à Ottawa, c'est moi qui vais rencontrer le président. Je suis encore premier ministre, au cas où vous ne le seriez pas. Catherine, juste avant de terminer, oui, je sais qu'il ne Raphaël, reste pas beaucoup de temps. Et c'est rare que je sois en désaccord avec Michel, mais ça mérite d'être mentionné avant de se laisser pour la fin de semaine. Là. Pas convaincu que ce soit du steak. Connaissant l'autre, c'est très possible que ce soit des Big Mac. OK. Catherine, un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose, le fait de pouvoir avoir une conversation plus longue comme ça? Là? Oui, il arrive là avec un plan. Hein? Il arrive là avec un plan de ce qu'il veut faire à la frontière, sur le fentanyl, peut-être aussi des propositions sur les tarifs, mais aussi il y a énormément de pression des premiers ministres canadiens en ce moment, énorme. Et donc, il est dans un étau, là. Donc, pour lui, c'est très important, ce souper-là, pour la suite des choses ici au Canada, là. Est-ce qu'on risque d'en avoir des nouvelles dans les prochains jours, Michel? Parce que c'est quand même important. Là, il y a le Conseil de la Fédération qui s'en vient le 15-16 décembre. Les premiers ministres vont se réunir. Ce sera le sujet de l'heure, c'est clair. Justin Trudeau leur a dit, je vais vous reparler au mois de janvier. C'est loin, là, le mois de janvier, quand même. Là. Est-ce qu'après cette rencontre-là, on peut s'attendre à avoir un peu de développement? Là? Bien sûr. Qu'il y ait un point de presse ce soir à Mar-a-Lago ou qu'il y ait un point de presse à Ottawa lundi matin, c'est la même chose. Les deux parties vont un peu débriefer ce qui s'est passé, que ce soit directement ou par des hauts fonctionnaires. Et là, on verra ce qui s'enclenche. Ça ne veut pas dire que les négociations vont commencer comme ça, illico. Il faut préparer ces dossiers. C'est pas quelque chose de facile. Mais il est clair que là, il va se passer quelque chose ce soir et on va commencer des négociations ou des pourparlers sur la base de ce qui s'est dit ce soir. Raphaël, un dernier mot là-dessus, peut-être? Je l'ai dit. OK, alors, vous vous intéressez aussi au menu. Là, voilà. non, je comprends très bien là, que cette rencontre-là va peut-être pas faire tout débloquer du jour au lendemain. Mais tout de même, c'est un bon pas quand même, là, parce qu'on a vu un peu là, s'installer cette semaine cette espèce de panique-là, mais c'est un bon signe quand même s'ils se rencontrent en personne. Là. Si vous me posez la question, on verra. On verra la suite. Oui, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. On va vous rappeler demain. Je vais vous... Sage homme. Pardon? Sage homme.
Je veux, avant qu'on se laisse, vous montrer quand même une vidéo là, qui fait sourire quand même aussi. Là. Je ne sais pas si c'est possible de la montrer déjà. Donc, c'était la Thanksgiving cette semaine. Il y a des images qui ont circulé, entre autres sur YouTube. Là, on voit Donald Trump attablé avec Elon Musk. Alors, il soupe pas juste avec Justin Trudeau, évidemment. Il soupe aussi avec Elon Musk. Puis on voit donc que les deux, évidemment, sont très proches. Là. Le numéro 2, c'est pratiquement Elon Musk. Là. Mais est-ce que vous êtes d'avis, Catherine, que ça peut durer longtemps? C'est deux têtes fortes. Là. Est-ce que vous vous attendez à ce que cette relation-là dure longtemps? Mais c'est pas la première fois qu'on les voit ensemble à Mar-a-Lago. C'est à croire que M. Musk a déménagé là, presque. Mais il y a une proximité complètement étonnante. Là. Il y a, comme on dit en anglais, un bromance. Exact. Mais je pense que ça va durer un certain temps. Là. Ils sont encore dans les célébrations. Mais il faut comprendre Mar-a-Lago. Hein. C'est là où habite M. Trump, mais c'est aussi un hôtel particulier. Et puis, il y a une espèce de grande cour avec une salle de bal où M. Trump n'aime pas se déplacer, reçoit plutôt ses invités là et les gens qui veulent le rencontrer, comme M. Trudeau. Donc, on vient à lui, il ne va pas à vous. Et je ne sais pas, la relation Musk-Trump, elle est là pour au moins 1 an, mais il y a une proximité là, étonnante, ça c'est certain. Là. Mais Raphaël, il en a profité. Oui. Michel, je vous ai entendu. Allez-y. Oui, étonnante, mais aussi porteuse de conflits d'intérêts. Et c'est ça qui est le plus dangereux dans cette relation-là, c'est que donner à M. Musk, qui a quand même des intérêts dans pas mal de choses au gouvernement fédéral, le mandat de dire voici ce qui doit sauter, voici ce qui doit rester, c'est peut-être un peu risqué. Mais c'est une influence énorme, là. C'est ça qu'on constate, là, finalement. Une influence énorme parce qu'ils sont comme ça, là. 2 amis de même, là. C'est ça, Raphaël, finalement, de voir que les deux entretiennent, encore une fois, cette espèce de proximité, là, de pouvoir. Ce qui va être fascinant, c'est de voir à quel point les recommandations de M. Musk, une fois qu'il entre, et je le mets entre guillemets, en fonction, dans la mesure où ce sont des fonctions plus officieuses qu'officielles qu'il aurait, seront écoutées ou non par le président. On mesurera vraiment son influence à ce moment-là. Raphaël, Catherine, Michel C., merci. Je suis obligée de vous couper, Catherine. Je m'excuse parce qu'il me reste seulement 10 secondes. Merci d'avoir été avec nous, puis on surveille cette visite de Justin Trudeau du côté de la Floride. On se reparle bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.